Rencontre et profil, portrait de femme. Dr Aminata Diaw Cissé. Et Razak Saizono. Docteur Aminata Diaw Cissé, je ne sais pas si je me trompe, mais quand on vous entend parler, quand on vous entend défendre vos idées, on a l'impression que vous en voulez aux hommes politiques africains, aux intellectuels, aux cadres qui, selon vous, seraient responsables du gouffre dans lequel se trouve notre continent. Ai-je tort ? Vous n'avez pas tort. J'aimerais vous renvoyer à un très beau film de Sam Ben Ousmane. Je crois que c'est son avant-dernier film qui s'appelle Fatkine. Et à la fin de ce film, il y a le personnage principal du film qui est un jeune en compagnie de tous ses amis qui viennent d'avoir le bac et qui s'adresse à ses pères, aux adultes donc, et parlant de leur incapacité à produire une Afrique autonome, riche, une Afrique debout, et je crois réellement que c'est dans cette perspective que nous nous situons. Qu'est-ce que nous avons fait de nos 50 ans d'indépendance? Quelle est l'Afrique que nous allons léguer à nos enfants? Je crois que à 50 ans, il est quand même temps de faire un peu le bilan par rapport à soi, mais surtout de resituer les responsabilités, et je crois que c'est dans cette entreprise-là que nous nous trouvons. Et si je vous demandais de faire le bilan, pour vous, est-il négatif? Je pense que la vie n'est jamais en noir et blanc. On ne peut pas dire que c'est du négatif à 100%. Il y a certes des choses bonnes qui ont été faites, mais je crois que quand on regarde, on peut mesurer le chemin parcouru en se disant que au sortir des indépendances, on luttait pour le développement. Aujourd'hui, on lutte pour réduire la pauvreté. Je crois que ces deux concepts disent assez. On dit assez sur le chemin qui a été parcouru. Parlons des choses positives. Quelles ont été les plus grandes avancées ces dernières années sur le continent africain? Comme je suis enseignante de formation, j'aurais tendance à dire l'école, l'éducation, même si par ailleurs, je sais qu'aujourd'hui, l'éducation se trouve dans une situation très critique. Mais le fait qu'il y ait eu une multiplication d'écoles dans les coins les plus reculés de nos pays africains, pour moi, c'est un élément extrêmement important parce que je crois que la liberté ne se construise qu'avec l'éducation et ça, je pense que c'est un des points positifs, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, l'éducation est dans une situation critique. Mais j'aimerais retenir ce point comme un point positif. L'éducation se trouve dans une situation critique. À quoi peut-on attribuer cela? On peut attribuer cela à plusieurs facteurs. Peut-être que le facteur qui me vient tout de suite à l'idée et à l'esprit, ce sont les conséquences de l'ajustement structurel. Vous savez, les années 80 ont été des années perdues, les lost decades, comme on les appelle en sciences sociales. Et ces années d'ajustement structurel se sont traduites par des coupes très importantes au niveau des budgets sociaux. Et ces budgets sociaux, c'est notamment l'éducation et la santé. Et donc, je pense que jusqu'à présent, nous ne nous sommes pas réellement relevés de ces conséquences négatives, je dirais même dramatiques, de l'ajustement structurel. Ça, c'est le premier point que j'aimerais évoquer. Le deuxième point, ou le deuxième facteur que j'aimerais évoquer, a trait à l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, dans pratiquement beaucoup de forats internationaux, il y a une préoccupation relative à l'enseignement supérieur en Afrique et surtout la qualité de l'enseignement supérieur en Afrique. Et j'ai envie de dire que c'est là aussi où peut-être on mesure un peu le manque d'engagement suffisant de nos dirigeants politiques parce que l'éducation, c'est aussi en termes de prévision. On sait quelle est la pyramide des âges de la population. On peut évaluer dans le temps les besoins de cette jeunesse en matière d'éducation et de formation. Donc, est-ce qu'il faut relier cela à un manque d'anticipation de leur part? Et je pense que là, c'est grave parce qu'on dit toujours que gouverner, c'est prévoir. Permettez-moi, Dr Aminata Diaw Cissé, de vous prendre au mot. Vous avez l'habitude de dire souvent que la faiblesse du leadership africain s'inscrit dans le fait que sa référence, c'est le présent et non le futur. Oui, je dis, et ça c'est la difficulté auquel nous sommes confrontés ici en Afrique et c'est la raison pour laquelle je pense que nous ne pouvons nous en sortir que si nous avons un leadership qui fait
preuve de compétence, c'est vrai, mais aussi de créativité. Nos leaders n'ont pas de vision? Oui. Pourquoi je parle de créativité? Parce que c'est vrai que nous sommes un continent qui est assailli par diverses priorités qui ne peuvent pas attendre. Donc forcément, il faut décider et agir pour le temps présent. Mais en même temps, nous savons aussi que le développement ne peut se construire que dans la durée. Donc les décisions qu'on prend pour aujourd'hui sont des décisions pour préparer demain, c'est-à-dire à horizon d'une génération, voire plus. Donc ce sont ces deux temporalités-là que nos leaders doivent apprendre à gérer simultanément sans qu'il n'y ait rupture d'équilibre. Je ne dis pas que c'est facile, c'est difficile. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Nous n'avons pas le choix en tant qu'Africains. Si nous voulons compter dans le monde de demain, nous sommes obligés de passer par là et de faire preuve de cette créativité dont je parlais tantôt. En vous posant tantôt la question sur les principales avancées en Afrique ces dernières années, je m'attendais à ce que vous me parliez un peu peut-être de ce vent de démocratie qui a soufflé sur le continent africain à partir des années 90, mais vous n'en avez pas fait cas. Qu'est-ce que le philosophe comme vous pense de cette avancée? Si on peut parler d'avancée, bien sûr, de la démocratie sur notre continent, est-ce que vous avez l'impression que nos pays ont fait quelque peu du chemin? Je pense que nos pays ont fait du chemin sur ce plan-là et nos sociétés ont fait plus de chemin que leur classe politique. Vous avez raison, la démocratie est à compter parmi les choses positives qui se sont passées sur ce continent. Mais ce n'est pas, j'ai envie de dire, répondre par l'éducation n'est pas une façon d'exclure la démocratie. Parce qu'au fond, l'éducation, c'est le fondement. C'est le socle sur tout repose, y compris la durabilité de la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est aussi des citoyens formés, informés, donc capables de décider de manière autonome pour eux et pour la cité, pour eux et pour les générations futures. Et si vous n'avez pas ces citoyens qui sont capables de former non pas en fonction de leur clan, non pas en fonction de leur ethnie, non pas en fonction de leur communauté primordiale, mais en fonction de leur État, en fonction de leur nation, si vous n'avez pas cela, je pense que, bon, on aura beau parler de démocratie, ce sera juste un contenant sans contenu. Je rappelle à nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre sur leur radio locale, qui sont bien entendu à l'écoute de Rencontres et Profils, qui est une production de Radio Néderlande en partenariat avec les stations FM d'Afrique et de l'océan Indien. Notre site internet www.rnw.nl. Et dans cette édition de Rencontres et Profils, nous sommes en compagnie de Dr Aminata Diaw-Cissé, qui est philosophe, qui est administratrice principale chargée de la formation, des bourses et des subventions au niveau du CODESRIA. Dr Aminata Diaw-Cissé, vous êtes philosophe, je l'ai dit, où est-ce que vous avez fait vos études de philosophie? J'ai fait mes études de philosophie en France, intégralement. Je suis partie là-bas après le bac, donc j'ai commencé par les classes préparatoires et puis j'ai fait ma thèse en France. Et précisément en 1985, vous êtes retourné dans votre pays, le Sénégal. Vous aviez dans le temps 25 ans et vous allez directement à l'université pour enseigner. Quel était l'idéal que vous poursuivez dans le temps? Est-ce que vous avez quelque chose en tête? Qu'est-ce que vous avez en tête comme contribution que vous pensez peut-être apporter à votre pays dans le temps?
Mon idéal à moi, c'était de partager des choses de l'esprit qui m'intéressaient, de participer à la formation de jeunes Sénégalais, comme moi-même j'ai été formée par d'autres Sénégalais. Mais j'ai envie de revenir un peu sur cette histoire personnelle, qui est de dire que l'enseignement pour moi, c'était presque naturel. Mon père étant enseignant et m'ayant transmis la passion pour ce métier et pour les choses de l'esprit. Donc pour moi, c'était naturel de venir enseigner. J'ai envie de dire que je me suis pas posé le choix du métier à faire, c'était quelque chose de tout à fait naturel. Mais c'est vrai que quand on arrive à cet âge-là, on a plein d'idées dans sa tête et beaucoup de bonne volonté, peut-être aussi un peu avec une certaine naïveté qui est liée à l'âge où on croit que bon, on peut soulever des montagnes. Et le drame, entre guillemets, c'est que je débarque dans une université africaine que je ne connaissais pas du tout parce que n'ayant pas fait mes études, et dans une université africaine qui est en pleine crise parce que nous sommes en plein ajustement structurel. Donc avec des enseignants qui étaient très engagés, très motivés, mais qui étaient très très mal payés, conditions de travail extrêmes qui étaient exécrables. Et donc il fallait trouver en soi assez de force, assez de ressources, assez de conviction pour pouvoir se dire je reste malgré tout. Je reste malgré tout. Et je crois qu'il n'y avait pas, pour moi en tout cas, d'autres solutions parce que c'était, comme j'ai dit au départ, c'était un choix naturel. Donc il fallait essayer de régler les problèmes sur place et pas aller ailleurs. Est-ce que vous avez eu l'impression aujourd'hui d'avoir accompli cette mission ? Je crois que je peux avoir un peu le sentiment du devoir accompli, même s'il reste encore du chemin à faire, mais je crois que j'ai quand même participé, contribué à la formation de nombre de mes jeunes compatriotes, et ça c'est une très grande satisfaction quand je les rencontre aujourd'hui, occupant eux-mêmes des positions extrêmement intéressantes. Ce souci pour l'éducation de nos jeunes générations, je pense que les batailles se gagnent à ce niveau-là, ou se perdent à ce niveau-là. Ici, on doit peut-être inciter les gouvernements africains pour avoir une grande attention pour quelque chose, ça ne peut être que pour l'éducation. Dr Aminata Diaw Cissé, mis à part l'éducation, qu'est-ce qui doit être aujourd'hui stratégique pour l'Afrique en termes d'émergence économique et politique? Je veux revenir sur l'éducation. Vous savez, aujourd'hui, et pas seulement l'Afrique, regardez ce qui se passe dans les pays du Nord. Je parlais notamment de l'Espagne, où vous avez toute cette jeunesse qui s'appelle les indignés et qui est en train d'occuper des places publiques pour dire son indignation par rapport à une certaine situation. Je crois qu'aujourd'hui, la question de l'émergence en Afrique ne peut pas se régler si nous n'avons pas de politiques qui prennent en charge les questions relatives à la jeunesse. Pour nos sociétés, encore plus que pour les autres pays. Pour une raison très simple, nos populations sont extrêmement jeunes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire un besoin en éducation, un besoin en formation, un besoin aussi d'insertion dans un tissu économique. Donc je pense que si on ne s'occupe pas de ce segment de la population, on aura failli. Et on ne peut pas travailler à l'émergence en laissant sans espoir ce segment de la population. Regardez ce qui s'est passé en Afrique ces derniers temps. On a eu des jeunes qui prenaient des pirogues au mépris de leur vie pour fuir ce continent. Je dis, mais ces images doivent empêcher de dormir tout dirigeant conscient. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire deux choses fondamentalement. Premièrement, que pour ces jeunes, le futur ne se conjugue pas sur ce continent. Et ça, c'est extrêmement grave. La deuxième chose, c'est que ces jeunes ne sont pas suicidaires, quelle que soit l'apparence de l'acte qu'ils posent. La façon dont j'interprète leur geste, qui paraît suicidaire, c'est que c'est des jeunes qui ont de grandes ambitions, qui ont envie de devenir des quelqu'un. En Wolof, on dit, quand on leur demande, ils disent « Dama bëgg tekki », je veux devenir quelqu'un. Donc, ce ne sont pas des instincts de mort qui les poussent vers l'océan, c'est plutôt un instinct de vie très très fort. Parce qu'il est pratiquement impossible de devenir quelqu'un chez soi aujourd'hui. Je pense que c'est très difficile. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Et c'est justement à ça que doivent travailler les politiques. C'est-à-dire redonner espoir à ces jeunes que
C'est possible sur ce continent. Leur donner l'espoir, c'est déjà aussi que les actes qui sont posés dans le politique aillent dans ce sens-là. Malheureusement, quand on parle tous les jours de mauvaise gouvernance, quand on parle tous les jours de scandale, quand on parle tous les jours de corruption, je veux dire, ce ne sont pas des actes qui militent en faveur de cette inculturation de l'espoir chez cette jeune génération. Et je crois que c'est à ça qu'il faut travailler fondamentalement. En tant que femme, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas atteindre cette émergence économique et politique du continent africain sans la contribution de vous, femmes. Est-ce que vous avez l'impression que les femmes ont su gagner du terrain, sont conscientes aujourd'hui de leur rôle et le jouent bien? Vous allez peut-être me dire, là, ce ne sont plus des paroles de philosophe, ce sont des paroles de militantes, mais c'est ma conviction profonde et c'est quand même une expérience qui me permet de le dire. Si les femmes sont conscientes de leur rôle, et surtout les femmes sont conscientes de ce qu'elles savent faire, de ce qu'elles peuvent faire. Ce continent aujourd'hui est debout parce que les femmes sont debout. Ça, c'est une réalité. Quoi qu'on puisse dire, ce continent est debout parce que les femmes sont debout. Et je vous invite simplement à vous lever très tôt. Moi, je suis très étonnée des fois quand je voyage et que je dois partir très tôt à l'aéroport. Les gens que je rencontre dans la rue, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui prennent les transports publics pour aller acheter des choses à aller revendre. Ce sont des femmes qui vont travailler. Donc je pense qu'elles sont conscientes de leur rôle, mais surtout de leur force, de leur place dans cette société. Et si vous regardez aujourd'hui, ce qu'elles réclament, elles se battent pour ça, c'est de dire, mais nous voulons être dans les lieux où les choses de la cité se décident et nous voulons y être à égalité avec vous. Mais si elles sont capables aujourd'hui de tenir ce discours, c'est parce qu'elles ont fait leurs preuves sur le terrain associatif, sur le terrain social, sur le terrain économique. Comme je dis toujours, l'économie de la vie, c'est les femmes. Parce que c'est elles qui nourrissent leur famille quand le père est au chômage, quand le père n'arrive pas à joindre les deux bouts, parce que simplement la mère, elle ne peut pas fuir. Elle est rivée à ses enfants et donc je pense qu'elles ont su puiser en elles cette force-là. J'ai l'habitude aussi de dire qu'il y a une révolution silencieuse qui se mène. Il faut simplement entrer dans les salles de classe, entrer dans les amphithéâtres et vous regarderez les femmes qui y sont, les étudiantes qui y sont, les élèves qui sont dans les écoles et surtout qui n'ont plus aucun complexe parce qu'elles savent que le monde leur appartient. Docteur Aminata Diaw Cissé, vous l'avez souligné tantôt, les femmes depuis quelques années sont de plus en plus nombreuses dans des champs de la vie politique, économique, sociale, mais elles sont moins présentes dans le domaine de la recherche scientifique. À quoi cela est dû? Cela est dû à la trajectoire de nos États. Les premiers qui ont été à l'école, c'était pas les filles, c'était les garçons. Il y a quand même eu des pesanteurs sociales, religieuses, ethniques, des pesanteurs de toutes sortes qui ont fait qu'il y a des communautés où on n'envoyait pas beaucoup les filles à l'école. Mais je pense que c'est des choses qui sont en train de changer aujourd'hui parce qu'aussi les États ont mené, c'est vrai, beaucoup de campagnes pour amener les filles à l'école dans un premier temps, dans un deuxième temps pour demander à ce que les filles aillent à l'école, mais surtout qu'elles y restent, parce que ça c'est aussi la bataille. Donc je crois aujourd'hui que quand on va un peu partout dans les pays africains, on verra que les filles sont de plus en plus à l'école, les filles poursuivent de plus en plus un itinéraire scolaire et universitaire, et j'ai envie de dire c'est tant mieux. Alors c'est ça qui explique un peu le fait qu'on n'ait pas eu beaucoup de femmes universitaires, enseignantes, chercheurs, mais je crois aussi que là les choses sont en train de changer et c'est tant mieux. Je pense aussi que le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes enseignantes à l'université motive aussi les étudiantes. C'est des exemples vivants
vivons que c'est possible d'y arriver, soit pour enseigner, soit pour aller faire autre chose. Vous êtes enseignant, vous enseignez à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Est-ce qu'on sent cette volonté, ce désir chez les jeunes filles de s'orienter plus tard vers la recherche? Aujourd'hui, quand on regarde les programmes de thèse, les filles sont là et elles se battent bien. Certaines sont parties vers l'enseignement secondaire pour enseigner, mais on voit aussi qu'elles n'ont pas quitté en fait le domaine parce qu'elles reviennent pour préparer leur thèse. Et ça veut dire aussi, une fois qu'elles sont titulaires de thèse, qu'elles peuvent revenir si elles le souhaitent enseigner à l'université ou aller dans des institutions de recherche. Donc je pense que de ce point de vue, les choses vont s'améliorer. Ça, c'est ma conviction profonde. Permettez-moi de partager avec vous cette pensée d'une ancienne ministre de la recherche scientifique de votre pays, le Sénégal, que vous devez bien connaître, Dr Marie-Louise Correa, pour ne pas la nommer, qui dit que les femmes ne sont pas marginalisées dans la recherche scientifique, mais c'est la recherche en Afrique qui est loin d'atteindre la capacité de création scientifique et d'innovation technologique, tant par le nombre d'ingénieurs, de techniciens que de chercheurs. Est-ce que c'est un avis que vous partagez aussi? Je ne dis pas que la recherche marginalise les femmes, mais je peux comprendre aussi la difficulté pour les femmes de faire de la recherche dans un contexte africain. Ce n'est pas facile. Parce que faire de la recherche, ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans la solitude, s'extraire de la société, s'extraire de sa famille, poursuivre ses recherches. Ça veut dire aussi très souvent voyager. Ça veut dire laisser ses enfants et surtout ses enfants qui sont très très jeunes derrière soi, ce qui ne crée pas une tranquillité d'esprit nécessaire à la recherche. J'ai envie de dire que le fait d'être femme dans nos sociétés avec la répartition des rôles n'est pas un facteur facilitant pour la recherche. C'est vrai aussi que quand on aime quelque chose, quand on a un amour pour quelque chose et pour son métier qui est de faire de la recherche, on se donne aussi les moyens d'y arriver. Cela implique bien entendu quelques sacrifices. Cela veut dire aussi avoir un mari, un compagnon qui vous comprend et qui comprend les exigences de votre métier et qui donc accepte ces sacrifices avec vous. J'ai envie de dire, il y a tout un environnement à créer autour pour faciliter la recherche pour la femme. Et pourtant, parmi les pays africains, le Sénégal semble quelque peu émerger quant à la représentativité des femmes dans le domaine de la recherche. Pour preuve, dans les années 90, il n'y avait que 15 femmes intervenant dans la recherche scientifique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais aujourd'hui, elle serait plus d'une cinquantaine de chercheurs ou de chercheuses. Quels sont les secrets de cette réussite ? Vous savez, la façon dont nous sommes éduqués en Afrique, quand on est une fille, dans une famille, la maman vous apprend à la fois à vous occuper de vous-même, à vous occuper de vos études, à surveiller la maison, les petits frères, les petites sœurs, quand la maman n'est pas là. Donc, on vous responsabilise très tôt. On vous apprend très tôt à vous occuper de plusieurs choses. Et donc, j'ai envie de dire, dans votre éducation, il y a ce sens de la coordination qui est quelque chose de central. Toutes les femmes africaines, mais je crois aussi les femmes de partout dans le monde, les femmes ont cette capacité de coordination. Faire plusieurs choses à la fois. Être au bureau, mais penser à ce qui se passe à la maison. Faire de telle sorte que rien ne manque. Parce qu'on est sur plusieurs fronts. Et c'est ça qui rend aussi nos vies quelque part très difficiles. On nous demande de la performance, mais je crois qu'au-delà de tout ça, c'est déjà une conviction profonde de ce qu'on a envie de faire et une confiance, j'allais dire, maximale par rapport à ses propres capacités pour le faire. Et je crois que c'est cette capacité-là qui fait que les filles, une fois mises à l'école et qu'on leur laisse la possibilité de rester à l'école, je pense qu'elles peuvent réussir parce qu'elles ont cette capacité de faire plusieurs choses à la fois. Mais en même temps, en se disant, il faut que je fasse chacune de ces choses de la plus belle des manières. C'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure de révolution silencieuse. C'est que quand on regarde aujourd'hui, on voit de plus en plus que dans les écoles, les filles sont là. Elles occupent les premières places quand il s'agit de composition. À la fac, elles sont là et elles n'ont rien à envier à leurs condisciples. Et donc, je crois que demain, on va avoir en face de nous un leadership qui est beaucoup plus en cohérence avec la composition démographique. Et donc, c'est ça qui explique que vous ayez beaucoup plus de chercheurs aujourd'hui. Mais je crois que ce qu'on dit pour le Sénégal, ça, c'est vrai ou ça va être vrai aussi pour d'autres pays africains. La plupart de nos pays africains viennent de
passé le cap de 50 ans d'expérience. Pour le philosophe que vous êtes, ou la philosophe, comment est-ce que vous voyez l'avenir et à quel prix? Pour moi, c'était un peu choquant. C'était un peu choquant parce que quand une bonne partie de votre population ne peut pas avoir accès aux soins de santé primaire, quand l'éducation est encore problématique, quand vos universités ne peuvent pas recevoir tous vos bacheliers, quand vous n'avez pas réussi à connecter tout l'espace national ou sous-régional avec des routes, des autoroutes permettant aux Africains de circuler dans l'espace qui est le leur, quand vous n'avez pas réussi à faire tout cela, même si par ailleurs vous avez réussi à faire certaines choses, je me dis, c'est certainement pas le moment de festoyer, mais c'est plus le moment de s'arrêter, comme on le fait en tant qu'individu, de s'arrêter donc, de marquer une pause, de réfléchir et de voir comment mieux envisager l'avenir. Je n'ai pas vu beaucoup de prospective dans cette séquence des festivités du cinquantenaire. Nous n'avons pas beaucoup réfléchi sur quelle Afrique nous voulons pour les 50 ans à venir. Aujourd'hui, tout indique que pas seulement l'avenir de l'Afrique, mais l'avenir du monde se joue en Afrique. Toutes les puissances aujourd'hui se donnent rendez-vous sur le continent africain. S'ils se donnent rendez-vous sur le continent africain, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a des richesses ici. C'est parce que ce continent est un chantier. C'est parce qu'il y a du profit à faire. Pour eux, chacune de ces puissances a développé son agenda par rapport à l'Afrique. La question que moi je me pose, c'est quel est l'agenda de l'Afrique par rapport à elle-même? Parler de cet agenda de l'Afrique, c'est aussi dire le futur de l'Afrique. Dire cette Afrique que nous voulons transmettre à nos enfants, cette Afrique que nous voulons préparer. Je crois que tout est là sur ce continent. La matière grise est là, la jeunesse est là, c'est-à-dire la force, la vie, la vitalité. Nous avons tout, presque tout. Est-ce que nous avons la chose qui doit faire que tout cela puisse être orchestré, c'est-à-dire la vision politique? C'est peut-être pour ça qu'il faut se battre aujourd'hui pour une vision politique, mais aussi un leadership, mais aussi une éthique politique. On a beaucoup parlé de corruption, de détournement, mais aussi pour une éthique politique pour que, ma foi, que cet avenir ou ce futur que nous voulons pour notre continent soit. Merci infiniment, Dr Aminata Diao Cissé. Je rappelle que vous êtes universitaire, philosophe, chercheur. Vous êtes actuellement l'administratrice principale du département formation, bourse, subvention au niveau du CODESRIA. Le CODESRIA qui est le Conseil pour le développement et la recherche en sciences sociales en Afrique, c'est bien sûr basé à Dakar, au Sénégal. Merci infiniment d'avoir accepté d'être l'invité de cette émission Rencontre et Profil, qui est une production de Radio Néderlande en partenariat avec les stations FM d'Afrique et de l'océan Indien. Cette émission, on peut la retrouver encore sur notre site internet www.rnw.nl. Et pour nous écrire et nous faire part de vos commentaires, vous pouvez le faire à l'adresse afrique@rnw.nl. Dr Aminata Diao Cissé, bonne recherche. Merci beaucoup.